Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La passion du journalisme et du sport vous a permis de faire une course en tête à la télévision. Le vélo a fait votre bonheur, mais aussi votre malheur. Il est à l'origine d'une épreuve que votre énergie et votre foi sont en train de vous permettre de gagner. Bonjour Henri Sagnier. Bonjour et merci. Mais surtout merci d'être là parce que moi je me souviens il y a 3-4 ans je voulais vous avoir dans l'émission et puis c'était à l'époque de votre accident qu'on va évoquer à travers le livre qui sort le jour où j'ai appris à marcher aux éditions du Rocher, qui est un livre étonnant et qui relève du miracle de vous avoir aujourd'hui au micro face à nous. C'est le cas de le dire, parce que c'était pas évident du tout. Voilà, donc on va en parler, mais on va revenir sur c'est le principe des clés d'une vie, sur votre parcours. Ouais. Et j'ai des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 10 février 1968. C'est votre première télé. Vous êtes dans une salle. Comment se fait un journal télévisé? C'était tout à fait inimaginable pour moi. J'étais dans une station régionale de télévision, en l'occurrence Amiens. Ça s'appelait pas France 3 ni quoi que ce soit. C'était l'ORTF à cette époque-là. Et j'étais stagiaire. Voilà, j'avais envoyé une petite lettre manuscrite et puis on m'avait dit venez, vous voulez être stagiaire. On trouve personne. Il y avait personne qui voulait faire de la télévision à cette époque-là. C'est curieux. Alors c'est étonnant. Alors moi je suis arrivé tout petit là avec mon cartable et puis je faisais des petites bidouilles, mais enfin je savais pas trop faire. Et puis un jour à 1 heure de l'antenne, le présentateur est tombé en panne. Et ça allait pas du tout, il était pas bien. Et on m'a dit, Henri, c'est toi qui va passer sur le plateau et tu vas lire ce qui est en rouge, c'est pour toi, ce qui est en gris, c'est pour le co-présentateur. Et voilà, j'ai commencé comme ça ma carrière de présentateur en télévision. Oui, et ce qui est étonnant aussi, c'est comment ce film, comment on fait un journal télévisé, on voit cette séquence, parce que le journal télévisé, au départ, je sais pas si vous le savez, en 49, quand Pierre Sabag l'a inventé, c'était fait de briques et de broc. Ouais. Personne ne voyait les images qui arrivaient avant de les commenter, donc il racontait n'importe quoi en studio. Et surtout, pour développer les films, il y avait une toute petite pièce et il fallait mettre des boîtes de petits pois venus de la cantine pour pouvoir poser les bobines. Oui, c'était un peu ça, moi. C'était un peu plus développé, mais c'était encore très rudimentaire. Moi, c'était dans une station régionale et on développait les films. Des fois, le développement était foutu et on n'avait pas de film. Alors, on commentait sans rien, quoi. Exactement. Alors, ça, c'est la télévision, mais au départ, il y a un bourg de quelques centaines d'habitants, Eaucourt-sur-Somme, où vous avez grandi pendant 18 ans. Pendant 18 ans, oui, j'ai grandi là-bas. Je suis allé à l'école primaire et je me souviens d'une chose, moi, qui m'a toujours marqué. Mon papa était maire du village et tout, et donc moi, j'étais le fils du maire et tout, mais on ne me passait rien. Et le directeur d'école nous a demandé qu'est-ce qui vous a marqué cette année, l'événement de cette année. Et moi, j'ai répondu c'est la création d'Europe numéro 1. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Vous écoutez la radio? Je dis, oui, j'écoute la radio parce qu'ici, on n'a pas la télé. La télé passait pas dans le village. On était dans le bas d'une vallée, il n'y avait pas de télévision. Et ils m'ont dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je veux commenter le Tour de France sur une moto. Voilà, c'est ce qui s'est fait plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Ça s'appelait Europe numéro 1 parce que Louis Merlin, qui était Radio Luxembourg à l'époque, avait été engagé pour faire une radio et une télévision européenne. Il devait y avoir des numéros 2, numéro 3. Puis c'était numéro 1, c'était pas Europe 1. Et il n'y a jamais eu de suite. Alors, il se trouve que dans votre région, Eaucourt-sur-Somme, il y a quand même une chose étonnante, je ne sais pas si vous le savez, il y a une plante rare qui est la tulipe des marais. C'est une plante qui est une espèce protégée. La tulipe des marais, oui. Non? Ouais, c'est ça. Moi, je la protège chez moi, voilà. dans le marais communal. Et vous êtes une des rares régions en France à avoir cette plante rare. C'était très beau, très très beau. Alors, vous êtes là parce que vos parents, qui étaient au départ employés du CCF sur les Champs-Élysées, André et Raymond, ont décidé de venir tranquillement à la campagne. Oui, papa, qui avait ses grands-parents paternels dans le même village, avait acheté une petite maison là-bas. Et puis un jour, ils se sont dit, c'est bien beau de vivre sur les Champs-Élysées. Ils vivaient pas sur les Champs-Élysées, ils travaillaient sur les Champs-Élysées. Et ils se sont dit, allez, on va partir à la campagne. C'est ce que font des Parisiens comme ça. Ils sont partis et on s'est retrouvés. Moi, je me suis retrouvé à la campagne. J'avais 1 an et demi. Et puis après, j'ai des frères et sœurs qui sont nés. Mais on vivait chichement. On avait des chèvres. Et avec les chèvres, on avait du lait. On avait un jardin et tout. Et mon père est devenu inspecteur de commerce dans le coin là-bas. Et on s'est fixé en Picardie. Et on est fiers d'être là-bas. Et c'était une vraie vie d'enfant avec les repas des grands-parents le dimanche. Oui. C'était familial. Il y avait des rituels. Il y avait des rituels. Même plus tard, quand
j'étais à Paris au JT ou ailleurs, tous les dimanches, quand je pouvais, on rentrait, maman descendait, tout le monde, toute la famille se retrouvait et on faisait un gueuleton tous ensemble. Et il y avait une tradition aussi, Henri Sagnier, c'est la retraite au flambeau le 14 juillet, qu'on voit encore dans quelques villes. Oh là là, vous êtes allé rechercher ça, oui. Alors ça me fait rire parce qu'il y a quelque temps, moi j'avais toujours une petite caméra à la main et j'ai filmé ces choses-là. Et il y a une quinzaine de jours, j'ai repassé ça aux habitants du village qui n'en revenaient pas. Retraite au flambeau avec des feux d'artifice, avec des jeux du 14 juillet qui dataient d'un autre temps et tout le monde était content de revoir grand-père, grand-mère et les petits-enfants. Et pourquoi on fait cette retraite au flambeau? Tout simplement parce que c'est une tradition qui vient de la Révolution française. Les Parisiens ont pris la Bastille sous les flambeaux, donc on a maintenu cette tradition. Oui, ben ça doit être ça. Alors, il y a aussi le cinéma, parce que le cinéma, il y avait le café du village où il y avait des projections. Ah ben il y a que là, moi, on avait accès au cinéma que dans le café du village. Il y avait 2 bistrots et à tour de rôle, une fois tous les 15 jours, le projectionniste arrivait et il nous balançait des films du style Ouragan sur le Ken, je m'en souviens, du style il y avait du Charlot, de Charlie Chaplin, il y avait des tas de choses comme ça et notre initiation au cinéma, elle est passée par des choses aussi simple que ça. Et la télévision, c'était différente parce que vous ne l'aviez pas à la maison. Non. Et il fallait payer 1 franc pour quelques instants de télévision. Je me souviens d'un match de boxe avec Alphonse Alimi, qui était un grand boxeur, et on était dans un des bistrots du village, et on arrive au dernier round. Et au dernier round, poum, tout s'éteint. Parce qu'il fallait remettre 100 balles, quoi. Et on les avait pas. Alors il y a un monsieur dans la salle qui est allé, avant de boire son pastis, il nous a mis 1 franc et ça y est, on a vu la fin du match. Oui, et c'était pas un cas unique puisqu'à l'époque la télévision coûtait très cher et dans certains cafés en France, on mettait comme ça un système de location et c'était 1 pièce pour 1 heure en général. Et la série qui a le mieux marché à cette époque-là, c'était Aventure dans les îles avec Gardner McKay, qui a fait un tabac et ça a rapporté beaucoup d'argent au café qui avait un poste de télévision. Il n'y avait pas d'audimat là, mais on savait ce qui marchait. Hein. Et le café le savait, lui. Il y avait quand même des moments difficiles pour vous, Henri Sagnier, c'était la messe à 7h du matin. Ah là là, oui, c'est pas un moment difficile. Moi, je suis un peu catho, ma maman était catéchèse, mais elle ne m'obligeait pas à aller à la messe, mais j'étais enfant de chœur. Et alors on partait le matin, mais quand on connaît la topographie du village, le village il est là, et puis l'église elle est dans les champs à 1 kilomètre. Alors, avec un cimetière tout autour. Et alors, moi, j'avais une trouille royale. Je courais. J'allais jusqu'à l'église, je faisais la messe. Et puis, je rentrais à l'école. Mais pour moi, c'était dur, parce que j'étais un grand trouillard. Hein. Oui. Trouillard, non, pas en sport. Pas en sport. Le sport, ça venait, je crois, déjà de votre grand-père maternel, qui avait fait Paris-Strasbourg à 5 reprises. Ah oui, 5 reprises. Paris-Strasbourg à la marche. C'était un marcheur invétéré. 3 jours et 3 nuits de course. Hein. Ah oui. Alors, il m'avait donné, avant de partir, grand-père m'a donné un grand tableau avec marqué tant d'heures, 555 heures ou un truc comme ça. Et c'est marrant parce que il avait fait ça avant, il avait été pilote d'avion pendant la guerre 14. Il est tombé 7 fois, il s'en est sorti 7 fois. C'est extraordinaire. Et il a fait des trucs fabuleux, c'était un sportif. Et puis, votre père vous a fait découvrir l'athlétisme, en particulier Jules Ladoumègue. Ah oui, il me parlait toujours de Jules Ladoumègue. Moi, c'était plutôt Michel Bernard et Michel Jazzy à mon époque. Mais lui, Jules Ladoumègue, c'était la plus belle foulée, le plus beau coureur. Alors, il allait courir, il se prenait pour Ladoumègue. Et puis, il faisait aussi du vélo. Parce que quand il habitait Paris, il rentrait chez ses grands-parents à la campagne, à vélo, allait 200 bornes. Et il les faisait. Alors ça m'a toujours épaté. Et le vélo, justement, il y a une chanson qui évoque cet univers si cher à votre cœur. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. C'est vrai que Bourvil a fait du vélo pendant la guerre dans Paris. Il était apprenti boulanger et le soir, il commençait dans les cabarets et il a fait cette chanson en souvenir. C'est très touchant, très touchant cette chanson. Ouais. Et le vélo, pour vous, ça remonte déjà à l'âge de 2 ans, Henri Sagnier. Ah j'ai eu mon premier cadeau, premier véritable cadeau, celui dont je me souviens, c'était un beau petit vélo rouge. Et comme je dis, j'ai été vacciné au rayon de vélo, moi. Enfin, j'ai toujours eu ça. Et le drame, c'est qu'on vous a volé 2 vélos. Ah oui, ça quand Qu'est-ce qui s'est passé? Tout bête, je travaillais à Orly, j'étais au tri des colis à Orly, j'avais laissé mon vélo, je suis rentré un soir, ou plutôt une nuit, parce que je faisais les 3-8 et il n'y avait plus de vélo. Et puis une autre fois, dans mon garage à Paris, on m'a piqué mon vélo aussi.
Bon, j'ai toujours eu des copains assez bienveillants à mon égard et qui m'ont offert après des vélos, notamment des directeurs sportifs de course. Oui. Et la course, justement, vous avez fait des courses de vélo. Oui. Et je crois que votre première course, vous avez gagné. C'était dans votre région. Oui, c'était à Grandvilliers dans l'Oise, une course organisée par la télévision régionale. Et puis, j'étais incontestablement le plus fort, parce que là, ils n'étaient pas très très doués. Et je me souviens que le caméraman, monsieur Ballonchard, je me souviens de son nom, Ballonchard, c'est un nom qu'on retient, il m'attendait à l'arrivée, et puis il a loupé le film à l'arrivée. Il l'a loupé. Il m'a dit, allez, retourne là-bas au bout de la ligne droite et on va le refaire. Les autres étaient toujours pas là, et j'ai gagné quand même, et j'ai levé les bras. C'est vrai que pour vous, le vélo, ça a toujours été un sentiment de liberté, Henri Sagnier. Ah oui, complètement. Hein, le vélo, avec les cheveux dans le vent et tout, maintenant, il faut mettre des casques. Alors au début, j'étais quand même pas très chaud, mais il faut le faire pour la sécurité. Mais grâce au vélo, j'ai découvert plein de choses, moi. Extraordinaire. Je me balade dans la campagne, je pars, j'ai plein de problèmes dans la tête, et puis je roule et je vois des tas de choses extraordinaires. Je prends pas des notes, mais je prends des notes dans ma tête et je me dis ça, je pourrais le faire dans le village, ça, je pourrais le faire dans mon jardin. Là, il y a une côte, allez, j'attaque, je vais voir si je suis assez bon, je change de braquet. Mais c'est marrant, moi, j'adore le vélo, j'adore. C'est une école de vérité et de vie. Hein. Exactement. Une autre école de vie que vous avez explorée, on va l'évoquer à travers la date du 12 septembre 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri Sagnier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Sagnier. Nous en parlerons tout à l'heure de Le jour où j'ai réappris à marcher, un livre étonnant qui évoque les 4 dernières années que vous avez passées. C'est aux éditions du Rocher. Et on revient au 12 septembre 1974. On va écouter un générique. Votre premier passage au journal télévisé TF1, parce que vous évoquez le Conseil des ministres décentralisé à Lyon. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oh là, c'est vieux. Non, je ne m'en souviens plus. C'est votre premier pardon. JT. Vous intervenez parce que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a décidé de faire un Conseil des ministres décentralisé à Lyon. Et c'est vous qui commentez à la fois les réactions des Lyonnais et qui évoquez à l'antenne dans le JT de TF1 national. Ça, c'est d'Antenne 2. Non, c'était TF1. Ah, c'était TF1. Mais oui. Ah, bah dites donc. Vous êtes passé sur TF1 ce jour-là. Ah, je suis épaté. Voilà. Et flatté à la fois. Mais la séquence existe, vous n'avez aucun souvenir. Ah non, aucun souvenir, aucun. Alors, il se trouve que cette séquence est le résultat d'un long chemin, parce que le journalisme, c'est une passion de toujours, Henri Sagnier. Ah ben toujours, moi j'ai toujours voulu être journaliste. Hein. Et pourquoi? C'est venu comme ça? Comme ça, d'abord parce que mon papa lisait le Figaro tous les jours. Oui. Et il me disait, moi je lis l'édito, l'article de fond. Alors il me le donnait derrière, moi je regardais le dessin de Faisan, parce que je le trouvais très très chouette. Et puis je lisais la politique, j'adorais la politique, et j'adore toujours la politique, et puis les sports. Et voilà, papa m'a initié un petit peu au journalisme à travers ça. Et puis à la même époque, j'étais tellement fan de journalisme et aussi de presse écrite que je suis allé dans un kiosque, j'ai acheté une vingtaine de journaux et j'ai tapissé ma chambre avec la une de tous ces journaux-là. Et je m'endormais avec les nouvelles. Ça, c'était marrant, quoi. Et votre père était d'accord avec ça? Oh, il a rien dit. Non, j'ai la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais dissuadé de faire ce métier. Alors qu'à l'école, je vais vous dire, j'étais doué en histoire, en géographie, en récitation, en gymnastique, mais bon, le reste, j'étais un peu léger, j'étais pas terrible, j'étais pas dans les premiers. En tout cas, vous entrez quand même à l'école de journalisme en mai 68, c'est pas n'importe quand. Ah, c'était pas n'importe quand, là. Mai 68, mais c'était bon pour les travaux pratiques, et c'était à Saint-Germain-des-Prés, en plus. Ah oui. Alors, j'étais dans cette école, je faisais des tas d'articles, et puis ma sœur était à Nanterre à l'université. Alors, elle n'était pas dans le même camp. Alors, c'était drôle, on se voyait de temps en temps, ça s'est très très bien passé. Vous alliez dans les manifs? Non, pas moi. Mais si, j'y allais pour faire des reportages. Oui, bien sûr, oui. Alors que ma sœur y était pour... elle lançait pas de pavés, mais elle était dans les manifs. C'est un bon sujet de film, ça. Oui, tout à fait. Et puis, alors, vous faites des petits boulots, et dans les petits boulots que vous avez fait, il y en a un que je connaissais pas, c'est cercleur de lingots d'or pour les transferts internationaux à Air France. Ah oui, alors je vous avouerai que je le connaissais pas non plus. Mais j'ai un copain qui habitait dans le village, qui était commandant de bord à Air France, qui me dit, Henri, t'as besoin de fric, là, en ce moment, à Paris, ça coûte cher. Ouais, il fallait se loger, il fallait se nourrir. Et il me dit, allez, je te fais rentrer à Air France. Et je suis arrivé là-bas, et on m'a mis dans un truc, dans une guérite fermée. Il y avait 2 gendarmes devant, c'était les transferts de lingots d'or de pays à pays. Et je cerclais des lingots d'or, comme ça, toute la nuit, je cerclais des lingots d'or. J'en ai pas touché un, j'ai pas voulu. Non. Ouais, mais c'était quand même assez extraordinaire que d'être environné il y avait des montagnes de briques de lingots.
Et vos premiers moments en or, si j'ose dire, c'est quand vous arrivez à la télévision en Picardie et vous arrivez à faire des piges, vous arrivez à vous incruster là-dedans, Henri Sagnier. Ah bah oui, il faut être malin parce que il y a toujours des gens, tout le monde dit arrêtez-moi, je vais faire un malheur, Oui. mais quand il faut faire le malheur, ils sont pas là quoi. Alors que moi, j'étais dispo, j'étais gamin, j'étais tout seul, j'avais 18 ans et demi, 19 ans, et dès qu'il y avait un truc à prendre, je le prenais. Et vous êtes arrivé comme ça, ils vous ont dit oui sans problème, peut-être parce que vous aviez fait une école de journalisme. Ouais, parce que je la faisais en même temps, Oui. je faisais tout à la fois moi. Vous savez, je touchais à tout, et comme j'avais cet alibi de l'école de journalisme, on m'a fait travailler. Voilà. Avec des sujets tout à fait locaux. J'ai trouvé des reportages sur un sculpteur sur bois à Saint-Quentin, la visite d'une usine textile, l'implantation d'une grande surface. Vous touchiez vraiment à tout. Ah, je faisais tout. J'avais dégoté une vieille dame qui se faisait appeler la Fée des Bois, en plein milieu d'une forêt à côté de Beauvais, dans l'Oise. Et j'avais fait un magazine que tout le monde avait aimé. J'avais découvert aussi un monsieur, j'aimais bien les trucs qui sortaient de l'ordinaire. Une dame qui me dit, venez chez moi, j'ai un truc à vous montrer. J'arrive chez elle, il y avait un cercueil au milieu de la salle à manger. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle dit, c'était le cadeau d'adieu de mon mari. C'est extraordinaire. Mais ouais, j'ai vécu des trucs marrants, quoi. Et à l'époque, il fallait des merdes et il fallait aussi un peu de matériel parce que c'était pas la technique d'aujourd'hui. Ah non, il fallait quelques caméras et de temps en temps, moi, j'étais pas caméraman, mais je prenais une caméra. De temps en temps, j'allais derrière les buts sur un grand match de foot pour faire les buts vus de derrière. On faisait tout, quoi. On touchait à tout. Oui, car le football, c'était aussi votre passion. Ah, j'adorais, ouais. Depuis toujours, Coppa, Piantoni, ça vous... Ouais. Coppa, Piantoni, Vincent et les autres, c'était des gens que j'adorais. Et j'allais les voir à Reims avec mon papa. Et vous avez même créé un club, d'ailleurs. Ouais, au cours... comment ça s'appelle? L'Olympique au Courtois, qui existe toujours, d'ailleurs. Et je l'ai créé. Mais comme ça, par envie de faire quelque chose? Ouais, en disant, il faut faire quelque chose dans un petit village comme le nôtre. Si on ne crée pas des entités comme ça, on va tous partir, on se connaîtra plus. Et on a fait ce club de foot qui existe encore maintenant. Et je vais les voir de temps en temps. Il est en 3e division départementale, je crois. Et il y a 50 licenciés, c'est quand même pas mal. Plus que ça, une centaine maintenant. Ah, maintenant, ça. On a même une équipe féminine. Ah ouais, tout. On a tout. Et puis un jour, brutalement, les journaux de France 3 deviennent régionaux et vous arrivez à la tête du journal France 3 Rhône-Alpes au départ. Oui, j'arrive à France 3 Rhône-Alpes parce que j'ai suivi mon rédacteur en chef qui était à Amiens. Et il me dit, Henri, viens avec moi, là on va franchir une nouvelle étape. Alors je suis parti à Lyon. Marrant, autre dimension. Et je me suis bien marré, je présentais le journal, j'étais adjoint au rédacteur en chef, j'avais 25 ans. Et puis un jour, il y a Arthur Comte qui passe, qui était le président de l'ORTF, et qui dit, il va falloir secouer un peu ces stations régionales, c'est tous des vieux qui dirigent, enfin il n'a pas dit des vieux, des anciens, il a dit bon... Et il dit, est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent? Alors moi, j'ai levé le bras, j'ai dit, oui, moi je veux bien, je suis partant. Et 3 semaines plus tard, j'étais nommé rédacteur en chef à Caen. J'avais 27 ans. Mais déjà à Lyon, c'était les premiers journaux régionaux, puisque en fait, France 3 a été créée après 10 ans d'hésitation. Au départ, ça devait être une chaîne culturelle, et on a fait une chaîne régionale. Et je crois que vous êtes l'un des premiers à avoir interviewé Claude Contamine. Ah, je l'ai interviewé beaucoup. Oui, qui lui vous expliquait que c'était le développement de la chaîne. Complètement. Et vous étiez celui que le PDG acceptait de recevoir. Je le connaissais un peu, je vais vous dire pourquoi. Il avait une maison de campagne à côté de la station régionale de Caen. Oui. Et de temps en temps, il passait son nez à la porte. Alors là, on avait tous les jetons, je vais vous le dire franchement, parce que c'était un monsieur très respectable, mais très dur. Très dur vis-à-vis des gens qui bossaient. Il fallait pas mégoter, il fallait y aller. Et il m'aimait bien. Alors moi, j'en ai profité. Alors il se trouve aussi que après Lyon, c'est la Normandie. Vous vous retrouvez en Normandie. C'était le hasard ou c'était le destin? Non, c'est un peu le hasard. Ils m'ont mis en Normandie parce qu'il y avait, semble-t-il, pas un trou à boucher, mais il y avait un type qui faisait pas la maille, d'après ce qu'il me disait. Donc je me suis retrouvé en Normandie. Je suis arrivé là-bas. J'étais le plus jeune de la rédaction et c'était moi le patron. Mais ça s'est fort bien passé. Vraiment, j'ai vécu des moments extraordinaires en Normandie. Et c'est à ce travail-là et au travail d'équipe de la Normandie que je dois d'être allé à Paris par la suite. Voilà. Mais il se trouve qu'en plus, c'était des temps très difficiles parce que les moyens techniques étaient très faibles. Et en plus, il fallait monter des coups. Et vous avez monté un coup qui a été national, qui a été le 40e anniversaire du débarquement en 44. Alors ça, j'ai bluffé tout le monde. J'avais dit à Moati, qui était notre directeur à Paris, je lui avais dit, allez, file-moi un petit peu d'argent et des moyens, et moi, je te fais une émission toute la journée sur le réseau national. Oh là là, comme tu y vas. Il m'a laissé faire.
Il m'a laissé faire et on a réussi un coup mais extraordinaire et on a montré quel était le savoir-faire d'une station régionale. Oui, c'était la première fois qu'on faisait ça. Je crois que c'était de 7h à 11h30. Ah oui, c'était fou. Puis on a repris le soir et même la nuit. Enfin bon, on a fait un travail de dingue, mais ça a marqué les esprits. Oui, et je crois que vous aviez interviewé Gilles Perrault. Oui, mais je l'avais avec moi. C'était mon consultant. Ouais. Il avait évoqué les secrets du jour J. Ouais. Il y avait aussi l'arrivée de la reine d'Angleterre et la reine on avait Elisabeth. tout. On s'est privé de rien. On avait toutes les images et ça s'est très très bien passé. Et par la suite, on a fait une cassette avec tout ça que l'on a revendu et on s'est fait des bénéfices pour la station. C'est fou. Il y a eu le Mont-Saint-Michel aussi. Ah oui, on a fait un truc, mais on était un peu dingue. Un jour, je dis, allez, on va sauver le Mont-Saint-Michel. Il est menacé d'ensablement. On va faire une émission spéciale de 6h du matin jusqu'à midi pour dire, sauvons le Mont-Saint-Michel. Et Moretti, encore, je lui dis, vas-y, tu nous as prouvé que tu savais faire avec ton équipe. Et on a fait une émission pour sauver le Mont-Saint-Michel. Et c'était très réussi, somme toute, sans problème. Ça se passait comment ? Ça se passait et tout le monde était d'accord. C'est-à-dire que là, à cette époque-là, moi je disais pas aux mecs on fait les 35 heures, on fait ceci, on fait cela. Je leur disais allez les gars, on y va tous, on est tous dans la même charrette là. On fonce et le succès il sera pour tout le monde. Et ils étaient tous très très fiers. Alors après je leur en demandais moins parce que les pauvres ça faisait quand même beaucoup. Mais j'étais un peu le chef de bande quoi. Voilà. C'était un peu le chef de bande, ouais. Et ça vous a permis de faire d'autres choses. Et il y a une autre date importante dans votre parcours, c'est le 7 septembre 1987. Tout de suite sur Sud Radio avec Henri Sagnier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Sagnier. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Le jour où j'ai réappris à marcher, aux éditions du Rocher, et qui nous vaut votre présence aujourd'hui au micro de Sud Radio dans les clés d'une vie. 7 septembre 1987, bien entendu, vous n'avez pas oublié ce jour-là. Le journal de 20h d'Antenne 2, et vous le présentez pour la première fois. Et le jour de mon anniversaire, en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Pour mes 40 ans, ils m'ont fait un beau cadeau. Et pour moi, c'était très, très important. Très important, je ne pouvais pas me rater. Hein. Ah non, vous étiez, je crois, debout. Vous avez toujours un costume vert et une cravate rayée vert. On m'a dit qu'il ne fallait pas mettre un costume vert. Ça va pas, on ne met pas de costume vert à la télé. Bon, mon couturier, Père Spook, m'avait donné un costume vert. Donc, j'ai mis un costume vert. Et puis j'étais très ému parce qu'on m'a dit tu vas avoir un parrain d'antenne extraordinaire, c'est Alain Delon. Alors Alain Delon, il faisait un peu la tronche parce qu'il me connaissait pas évidemment, mais il a accepté quand même de le faire et il a bien joué sa partition. Pour moi, c'était génial, quoi. Oui, c'était une interview musclée parce qu'il soutenait à l'époque Raymond Barre et vous le racontez. Oui, mais bon, pour moi, c'était d'abord la personnalité. J'ai rien contre Raymond Barre, j'aimais beaucoup Raymond Barre. Je l'ai interviewé beaucoup de fois, mais là, j'étais omnubilé par Delon, quoi. Il y avait Delon qui était là et il fallait que je sois bon pour l'interview d'Alain Delon et tout, et ça s'est bien passé. Mais avant, il y avait tout un journal à faire et puis il fallait que je prouve aux téléspectateurs que j'étais digne de remplacer Claude Sérillon, parce que je remplaçais Claude. Et bon, c'était plutôt mal vu dans le PAF, surtout sur Antenne 2. Hein. Mais Delon vous a pris dans ses bras après, et elle a dit à la direction qu'il était très content. Ah, il dit, là, vous avez là un mec, un guerrier, ça va être très très bon. Alors j'étais flatté comme jamais, j'ai des photos de ça chez moi, j'ai que 2 ou 3 photos, dont celle-là. Et puis, 3 jours plus tard, dans le Canard enchaîné, il y avait une caricature de Delon avec moi, et c'était marqué « Au secours, la droite revient ». Oui, mais moi je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi. C'est en quoi c'était quand même mesquin. Oui, c'est vite oublié. Ah oui, complètement. Mais Delon, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi précis, qui n'avait qu'une parole, et d'aussi gentil, et d'aussi dévoué quand il croit à quelque chose. Ah ben moi, c'est ce que je dis tout le temps. Moi j'ai refait d'autres émissions avec Delon, mais c'est un monsieur d'une justesse, d'une bonté, d'une rigueur dans la préparation des émissions et tout. J'adorais Delon, moi. J'aimais beaucoup. C'était une star, et j'avais le privilège de pouvoir le côtoyer. Et dans ce premier journal, il y avait aussi une interview de Jean-Bernard Raymond, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et qui était en train de régler la libération des faux époux de Turange dans l'affaire du Rainbow Warrior. Tout à fait, c'était l'ouverture de mon journal, oui, bien sûr, je me souviens très très bien. Alors, il se trouve aussi que ce journal, vous allez le présenter en alternance avec Bruno Mazur pendant quelques temps. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé ce journal de 20h, ce qui n'est pas évident pour un jeune journaliste? C'est arrivé, j'étais sur la 3, j'avais lancé le 19-20. Oui. C'était une nouveauté où on présentait avec les manches retroussées, pas de cravate. Enfin, c'était un truc dans une newsroom où de temps en temps il y avait un journaliste qui me lançait une boulette. Bon, voilà et tout. Et puis les gens de la 2
m'ont contacté en disant mais vous allez partir sur TF1 ou sur M6. Ils avaient entendu, moi j'avais rencontré Michel Cotta pour TF1 et tout, et j'avais une proposition, j'avais un contrat, j'avais plus qu'à signer. Et puis il me dit mais vous partez pas, vous restez sur le service public. Un matin à 8h30, il m'a convoqué dans un petit bistrot à côté de l'avenue Montaigne et il m'a dit moi je veux que vous restiez sur le service public et je vous fais une proposition. Et il m'a fait une proposition plus intéressante. Pas pécuniairement parlant, bon ça c'était pas le plus important, mais il me proposait le 20h. On peut pas refuser. Alors que sur la une, il me proposait d'être le remplaçant, et bon, j'ai peut-être loupé une belle carrière, hein, j'aurais pu faire d'autres choses. Non, mais surtout que j'ai rien contre la une, bien au contraire, et j'avais beaucoup de copains qui travaillaient là-bas, notamment Jean-Pierre Pernaut, mais... qui était de votre région. Qui était de ma région, on avait travaillé ensemble à l'ORTF Amiens, enfin c'était... On avait beaucoup d'atomes crochus. Et ben là, voilà, je suis parti sur la 2, dans ces conditions-là, et je le regrette pas, je suis resté 9 ans. Voilà. Alors, il y a eu Bruno Mazur, il y a eu Laurence Piquet qui a présenté le journal avec vous, il y a eu les 13h, ça a été des moments très forts, parce qu'il y a eu notamment des reportages, des 20h lointains, notamment en Roumanie, qui n'étaient pas simples à réaliser. Ça a été très dur, pas simple à réaliser, non. Enfin, moi, j'étais pas réalisateur, mais j'étais sous le feu de la rampe. Et Ceausescu avait été battu, il l'avait dézingué le lendemain avec sa femme. Et nous, on était là, on faisait le journal en direct depuis la place de la Révolution, et on entendait il y avait des balles qui passaient au-dessus. On était un peu fous, mais c'était des moments exaltants. En matière de télévision, c'est exaltant. C'était les premiers directs que l'on faisait dans ces conditions. Et moi, j'ai toujours ce souvenir-là. Et puis l'autre souvenir que j'ai, qui est important pour moi, c'était le premier anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et j'ai fait le journal devant ce qui restait du mur, à la porte de Brandebourg, avec Willy Brandt et comment il s'appelle, Monsieur Europe, j'ai oublié son nom. Jacques Delors. Jacques Delors, voilà, Jacques Delors, qui était un monsieur exquis. Il se trouve aussi que d'ailleurs vous avez fait ensuite Paris-Berlin ou Berlin-Paris à vélo pour fêter la chute du mur de Berlin. Je l'ai fait, oui. Alors là, on était fous, hein. Complètement fou, parce qu'il faisait -15 au départ de Berlin. On est parti, on a fait ça pour le Téléthon, hein. Oui. C'était d'abord parce qu'on voulait mettre nos muscles au service d'une bonne cause. Et on a fait Berlin-Paris à vélo en 48 heures. Et je vous avouerai que c'était exaltant. On a traversé une partie de l'Allemagne de l'Est. On était là, on avait des gens qui nous donnaient des ravitaillements, ils nous donnaient des bananes. Les gamins de là-bas, ils avaient jamais vu une banane. Ils sautaient sur nos bananes et ils partaient avec. Mais on a vécu des moments, mais c'était génial, quoi, fabuleux. On avait pas mal aux jambes, hein. On était tellement bien dans nos têtes qu'on était prêts à tout. Alors, il se trouve, Henri Sagny, il y a aussi quelqu'un que vous avez interviewé et qui vous a donné un scoop, c'est François Mitterrand. Ah oui, François Mitterrand. J'ai eu des moments sympas avec lui, il y en a eu d'autres de plus difficiles, mais celui-là, c'était un moment exaltant. Parce que je me souviens, j'ai commencé le journal en marchant, je suis allé vers les téléspectateurs, en disant ce soir, je reçois monsieur François Mitterrand, président de la République, mais dans quelques instants, j'aurai bientôt devant moi François Mitterrand, candidat à la présidentielle. Ploum, générique, et puis c'est parti. Et puis après, je lui ai posé la question. Alors, Monsieur le Président, tout le monde attend la réponse. Serez-vous, oui ou non, candidat? Et il fait oui. Mais il fait non avec la tête avant. C'est extraordinaire. Ah oui, ça m'est resté. C'est comme ça qu'en 88, la France entière a appris que Mitterrand briguait un second mandat. Tout à fait. Et pour moi, c'était important qu'il brigue un second mandat, ça le regardait. Mais j'ai battu Patrick Poivre d'Arvor ce soir-là. Ah oui. C'est la seule fois où on a fait mieux que lui. Et il vous a vu quelques soucis avec François Mitterrand quand même? Ah ouais, sur d'autres interviews, plus dur. C'était un monsieur qui était bien, sympa, historien, il y a des trucs. Et un jour, il appelle, il me dit, j'aimerais bien, enfin pas à moi, il dit à mes patrons, j'aimerais bien qu'on parle un peu ensemble demain de politique internationale. Oh oui, alors je voudrais que ce soit Henri Sagny qui vienne. Bon, j'étais flatté, je dis pourquoi pas, parce que la veille j'avais ouvert le journal sur l'arrivée incognito en France d'un terroriste, monsieur Georges Habache, et il n'avait pas aimé. Alors bon, moi j'ai pas compris, j'arrive là-bas et je faisais avec PPDA l'interview, c'était pour les deux, et je commence à poser une question. Je dis alors donc nous allons parler de quelle affaire?
Il a fait comme si c'était pas ça du tout. Alors là, il m'a traîné vraiment dans la boue un peu. J'étais désemparé pendant toute l'interview. Il me regardait jamais. Il ne regardait que Patrick. Et voilà. Puis à un moment, j'ai reposé une question toute bête en disant oui, mais Monsieur Rocard. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit là. J'en ai repris une deuxième claque. Et mon interview était vraiment pas bonne. C'était pas bon ce soir-là. Et le lendemain, ils se sont rendus compte qu'il était allé trop loin. Pilan m'a appelé, son directeur de communication, pour dire ouais, le président est peut-être allé un peu loin, il s'en veut parce qu'il vous aime bien et il aurait pas dû faire ça. Et il vous a dit un jour... C'était gentil. Il a dit un jour, posez-moi de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Oui, alors ça, c'est quand même... c'est angoissant, hein. Ah oui, une fois, j'étais allé le voir avant une interview, je sais pas quoi. Alors, bon, les questions, on les donnait pas, hein, évidemment. Et je dis, mais alors, qu'est-ce que... Non. Posez-moi de bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Paf, alors on en est mal. On gamberge toute la nuit après. Alors, il y a le journal, et puis en 97, vous réalisez votre rêve, c'est-à-dire que vous devenez le présentateur de Tout le Sport, qui est quand même l'émission de télévision de sport quotidienne qui a le mieux marché dans l'histoire de la télévision. Ah oui, on l'a porté à bout de bras, mais on faisait 3 à 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le public sportif est un public sympa. Le public du journal télévisé, quand il vous rencontre, il vous serre la main. Le public sportif, il vous parle dans le dos. Alors Henri, ça va, dis donc, toujours mal aux dents, machin. Et ils ont toujours quelque chose à dire. Et c'est un public courtois et marrant. Et vous avez présenté cette émission pendant 20 ans. Comment c'est venu? Parce que vous étiez au journal de 20 heures. Ouais, mais j'ai fait entre-temps, je suis allé sur la 3. On m'avait nommé directeur général de la 3. Vous savez, j'ai tout fait. Oui. Ils ne doutaient de rien, hein, donc ils m'ont mis directeur général. Après, j'ai fait le soir 3 aussi en même temps. Oui. Puis après, on m'a dit, allez, il est temps que vous alliez au sport. Vous aimez les sports? Alors, j'aimais le sport, certes, mais j'étais pas un spécialiste des sports. Et on m'a nommé au sport comme directeur adjoint. Voilà, alors je me suis retrouvé au sport, mais j'en menais pas large parce que tous les mecs du service des sports, ils étaient très doués dans toutes les disciplines. Moi, souvent, j'étais un peu coincé et j'appelais mon fils, je disais, allô Antoine, dis-moi un peu, là, on va parler de telle et telle chose, donne-moi des éléments, je les ai pas. Et petit à petit, je m'y suis mis, quoi. Et résultat, vous avez eu un 7 d'or en 2001. Je suis content parce que je l'ai eu justement pour Tout le Sport et je l'ai eu la seule année où c'était le vote du public. Parce qu'avant, c'était les boîtes intérimaires, les machins, tout le monde votait, tout comme ça. Bon. Et là, l'année où c'est le public qui a voté, j'ai gagné. Ça, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Et puis effectivement, Tout le Sport vous a permis de réaliser votre rêve. Et il y a une chanson qui évoque ce rêve. Il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Marcel Amand, le maillot jaune. Et c'est vrai que votre rêve s'est concrétisé. Vous avez pu commenter le Tour de France. Ah, j'ai pu le commenter. J'ai pu emmener aussi Marcel Amand dans ma voiture à certains moments. Et il nous chantait sa chanson à tue-tête. Ouais, moi, c'était un de mes rêves et j'ai réussi à le faire. J'ai fait 14 Tours de France parce que je faisais l'émission du matin et l'émission du soir. Et puis, pendant 2 ans, j'ai eu la joie de commenter le Tour de France avec, comment il s'appelait, qui est-ce qu'il y avait avec moi? Avec Laurent Jalabert et avec Laurent Fignon. Et là, c'était le nirvana, quoi. C'était extraordinaire. Et l'une de vos plus grandes rencontres, c'est Arnold Schwarzenegger. Ah oui, il faisait pas de vélo, Arnold, mais il adorait Lance Armstrong. Et il est venu un jour sur le Tour de France et il a accepté de répondre à mes questions pendant plus d'1 heure. En direct. Et c'était... Alors, quand il est arrivé, il y avait un peu de retard. Il me fait no correct. Il me prend ma main. Voilà, j'ai senti tout de suite. Hein. C'est un cadeau. Et puis, on a fait une émission extraordinaire. Et alors, concours de circonstances, ce jour-là, l'émission se passe bien. Et je voyais un monsieur qui était adossé à un arbre un peu plus loin, comme ça. Et après, j'ai appris qui c'était. C'était monsieur John Kerry, qui aurait pu être président des États-Unis, qui avait été battu, mais qui était lui aussi supporter d'Armstrong et qui était là et personne ne l'embêtait. Voilà. Et c'est vrai que pour Schwarzenegger, l'amour de la politique est venu parce qu'il a rencontré Jackie Kennedy. Bien sûr. Et qu'il a dit, je veux faire comme John Kennedy. Il est devenu gouverneur, mais comme il n'était pas américain, il ne pouvait même pas prétendre à être président. Mais ça a été un bon gouverneur, hein. Un peu comme Reagan, à une autre époque, comme président, sont des gens qui ont un charisme fou. Et quand on a un charisme fou, on s'entoure bien et on fait de belles choses. Et il est arrivé pour la première fois au Festival de Cannes à ses débuts, avec son premier film. Il faisait le culturiste sur la croisette et personne ne le remarquait, en disant qui c'est ce type-là. Et c'est comme ça que ça a commencé, qu'ensuite il a réussi à devenir un grand acteur. Finalement, tout ça vous a marqué jusqu'à votre retraite. Ah, moi ça me marque et j'y pense très très souvent. J'en parle dans le bouquin, on en parle
reparlera peut-être tout à l'heure, c'est grâce à ces rencontres que moi je me suis évadé et que j'ai rêvé beaucoup. Voilà, mais justement, on va en parler de ce livre à travers la date du 5 février 2025, la date de sortie. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri Sagnier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Sagnier. Le 5 février 2025 est paru un livre, Le jour où j'ai réappris à marcher, aux éditions du Rocher. Et c'est un livre qui raconte ce que vous venez de vivre et ce qui relève du miracle, puisque vous êtes devant moi aujourd'hui. Moi, effectivement, j'ai failli vous accueillir dans les clés d'une vie voici 4-5 ans. Et puis, vous aviez eu un accident. Et vous racontez dans ce livre comment vous avez réappris à marcher et comment ça s'est passé. Parce que vous êtes à la retraite, vous êtes à la campagne tranquillement, vous êtes maire de votre village, et puis un jour, vous faites une promenade à vélo. Ben, on m'a dit, tu vas voir, tu es en retraite, c'est cool. Et puis, tu vas attraper un virus, tu auras quelque chose, tu vas faire une chute. Ça va pas se passer aussi bien que ça, parce que toi, tu es un excité du bocal, tu es toujours en train de courir, tu fais 50 000 trucs. Et là, le fait de te retrouver plus cool, ça va pas très bien se passer. Ben, malheureusement, ça s'est passé un peu de mauvais augure, mais j'ai attrapé un virus, semble-t-il. J'ai d'abord fait une chute de vélo. Une chute de vélo Toute bête, hein. Une voiture que vous n'avez pas vue. Bah, c'est de ma faute. Moi, oui. je roulais avec ma femme sur le bord de la Somme, c'est entre la mer et chez moi. Et puis, j'en avais marre, ça allait pas trop vite. Pourtant, elle a un vélo électrique, mais bon, j'en avais marre. Ça me chatouillait dans les jambes. Je me suis dit, là, il y a un pont. Je vais passer au-dessus, là, comme ça, et puis je vais la rejoindre dans le bas. J'ai foncé, mais j'ai oublié que j'avais pas priorité. La priorité, c'était pour les voitures qui passaient. Et là, je me suis emplafonné une voiture. Hein. Et j'avais pas de casque, en plus. Mais a priori, cet accident, vous n'auriez dû avoir aucune séquelle. Vous en êtes aperçu quelques semaines plus tard. Ouais, normalement, j'avais pas de séquelles. Enfin, j'étais quand même bleu de la tête aux pieds. J'avais une boule sur la tête, j'avais tout. Mais pour un mois après, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose. Et je suis allé voir un neurologue et on m'a dit, oh là là, hospitalisation immédiate. Bah, c'était une surprise pour vous. Ah oui, c'était une surprise. Ouais. Mais une mauvaise surprise, mais en disant, mais vous n'aviez jamais été à l'hôpital et jamais malade. J'étais allé, j'avais 7 ans et demi pour une appendicite. Ouais. C'est tout. Non, je connais pas les hôpitaux. Et donc, vous vous retrouvez dans un hôpital à Amiens, et ça va être quelques jours de cauchemar, et vous le racontez dans ce livre. Ah, c'est le calvaire, ils y sont pour rien, les pauvres. Mais c'était en pleine période du Covid. Et moi, j'étais dans une chambre avec un vieux monsieur qui braillait tout le temps, qui appelait sa femme, qui dormait pas, enfin bref. Et on était les 2 seuls de cet étage à ne pas avoir le Covid. Bon, alors, c'était pas facile, ils avaient d'autres priorités, quoi. Alors moi, on m'a fait de tout, des piqûres, des machins, des dopplers, enfin, j'ai tout eu. Et puis, ils m'ont trouvé, ils m'ont dit, vous avez comment ils appelaient ça, une maladie autonome, mais qui s'appelait, j'ai oublié le nom, là, je l'avais marqué, mais enfin bon. Et ils m'ont traité, ils m'ont fait un traitement. Voilà, mais ce traitement, visiblement, ça faisait pas grand-chose, quoi. Oui, en fait, ils vous ont dit au départ, Henri Sagnier, que cette maladie était réversible, et vu votre morale de gagnant, vous avez dit, il va falloir que je gagne. Oui, il va falloir que je gagne. Et là, ils m'avaient soigné avec de l'immunoglobuline. Oui. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Oui. Alors bon, je sais pas ce que c'est. Et puis, on m'a envoyé en même temps à Berck faire de la rééducation. Alors à Berck, génial, hein, c'était le paradis, c'était bien. On travaillait beaucoup, mais c'était drôle. C'était une autre ambiance. Et puis après, de Berck, je suis retourné à Amiens et là ils m'ont dit, ce sont des gens qui sont humbles, ils m'ont dit, nous on trouve pas, on va vous envoyer à Paris. Oui, parce qu'en fait, ça c'est bien quand même de leur part. Hein. Parce que effectivement le traitement n'avait pas marché. Non. Et ça continuait. Et vous aviez appelé Michel Simès au départ. Ah oui, j'ai appelé Michel. Michel m'a envoyé à Paris faire plein de trucs. Et on n'a pas trouvé parce que on n'était pas sur des maladies auto-immunes. On n'était pas là-dessus. Michel m'avait aiguillé vers d'autres personnes et tout qui m'ont reçu tout de suite. Le lendemain, j'étais reçu. Mais visiblement, c'était pas ça. Parce que ce qui s'est passé, Henri Sagnier, vous le racontez dans ce livre, c'est que petit à petit, votre état s'est dégradé. Ah c'est continuellement. Je suis arrivé à l'hôpital à Amiens, je marchais encore. Et je suis sorti de l'hôpital la 2e fois, j'étais en fauteuil roulant et même en lit médicalisé. Vous ne sentiez plus rien? Non, plus rien. J'avais plus rien aux pieds, plus rien aux mains. J'avais les mains retroussées. Non, c'était une catastrophe. Je pouvais pas manger, je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais pas prendre de douche. Enfin bon, c'était le calvaire pour moi, vraiment un vrai calvaire. Mais il y a des moments où vous vous êtes dit c'est fini ou... Non, pas du tout. Jamais je n'ai baissé les bras, jamais je ne me regardais dans une glace. Parce que la seule fois où je me suis regardé dans une glace, j'étais livide, j'étais verdâtre et j'avais perdu 14 kilos.
Vous vous rendez compte, là vous voyez comme ça, vous vous dites bon ça y est c'est fini, autant partir. Eh ben non, moi j'ai pu regarder. Alors j'ai regardé la télé beaucoup, j'ai fermé les yeux, j'ai rêvassé à des choses bien, et puis je suis parti à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Mais il se trouve aussi que à la Pitié-Salpêtrière, là ils vous ont traité, ils ont trouvé un remède. Ouais, il me faut une plasmaphérèse. Alors une plasmaphérèse, c'est-à-dire que on vous enlève le sang au bras droit, le plasma au centre, on vous change le plasma, on vous met un plasma tout neuf et on vous réinjecte tout ça par le bras gauche. Voilà, parce que la maladie que j'ai, qui est une polyradiculonévrite chronique, ça ne m'arrange pas chronique, parce que ça peut revenir, c'est que les anticorps que nous avons dans le plasma, au lieu de m'aider, ils se rejettent contre moi. Alors donc on change tout le plasma. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, parce qu'ils ont trouvé la solution, le remède et la maladie. Ils ont trouvé, oui, ils sont quelques-uns à avoir trouvé, on était quelques-uns concernés. Moi, je vois dans la pièce où je vais me faire soigner une fois tous les 8 semaines maintenant, on est 5 ou 6 personnes à chaque fois à recevoir cette transfusion. Oui, parce que cette maladie est très rare, mais en même temps, il y a 30 millions de personnes qui ont des maladies qu'on ne peut pas soigner comme ça. Oui, auto-immunes, mais pas forcément celle-là. Il y en a plein. Je l'explique à la fin de mon bouquin. C'est pas évident du tout. C'est pas évident, d'autant que moi, je n'ai aucun traitement. Hein. Là, vous me voyez, là, je prends pas de médicaments. On me donne aucun médicament. J'ai rien. J'ai le droit de boire, j'ai le droit de fumer. Non, je ne fume pas, ça va. Mais j'ai le droit de faire du sport. Surtout, il faut faire beaucoup de sport. J'ai le droit de marcher. J'ai le droit de manger ce que je veux. J'ai pas de contre-indication. Aucune. Mais j'aimerais bien, moi, avoir un petit médicament qui fasse que mes mains reviennent. J'en ai pas. Oui, mais déjà, elles reviennent, vous marchez, et c'était pas évident. D'ailleurs, le jour où vous êtes aperçu que vous pouviez remarcher, ça a été vraiment un changement de vie et de morale. Ah pour moi, ça a changé la vie. Hein. C'était une nuit, je me suis réveillé. Bon, moi, je dormais dans la salle à manger, dans le salon, parce que les chambres sont au premier étage. Il y avait un lit médicalisé. Ah oui. Et j'ai dit, je vais pas réveiller ma femme. Et j'ai essayé je me suis levé et j'ai marché 3 pas, en m'accrochant aux chaises, et je suis allé chercher un médicament. Et le lendemain, je l'ai pas dit, et le lendemain matin, on me dit, mais dis donc, t'as pris un médicament hier soir, ouais. Et j'ai fait 5 pas. Et le surlendemain, 6 pas. Et puis, mes petits-enfants étaient là, ils l'ont vu, ils se sont mis à applaudir. Alors là, j'ai fondu en larmes. Oui, parce que c'est fabuleux. Vous n'avez jamais vu marcher. Ah, jamais, ils savaient pas que leur papilou, comme ils m'appellent, parce que je les embête toujours avec des histoires de loups-garous, ils savaient pas que je savais marcher. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez senti que vous pouviez remarcher? Un sentiment de fierté. Parce que je ne le devais qu'à moi-même et à tous ceux qui m'ont aidé, hein, à ma femme, aux médecins, aux chirurgiens, à tous. Mais j'avais un vrai sentiment. Je me suis dit, ça y est, ça repart. Mais vous pensiez remarcher un jour? Ah, j'y ai toujours pensé, j'y ai toujours cru, moi. Et il faut jamais, dans la tête, abandonner ce genre d'idée. Si vous dites un jour, ça marchera pas, non, ça va pas, je vais réussir. Vous réussirez pas. Et vos médecins vous avez encouragé dans ce sens? Ah oui, bien sûr. Oui, mais je pouvais pas marcher, j'y arrivais pas. Hein. Et puis j'ai une fierté, hein, je prenais pas de canne, de trucs comme ça, je veux pas. Hein. Mais quand vous avez remarché, quelle était la réaction de vos médecins? Ça les a épatés. Ça les a épatés quand je suis retourné à Berck, parce qu'à Berck, ils m'avaient dit, on vous garde pas, parce que bon, c'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais j'ai quitté Berck en fauteuil roulant. Fauteuil électrique, mais fauteuil roulant. Et un jour, j'y suis allé avec ma femme, je dis, Berck, c'est pas très loin de chez nous, on va aller les voir là-bas. Je suis arrivé, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais c'est un miracle. Oui. Je dis, non, c'est pas un miracle, c'est vous. Oui. C'est vous qui m'avez aidé, c'est grâce à vous que j'en suis là. Alors, ils étaient fiers, ils étaient contents, parce que je leur ai dit, écoutez, moi, chez vous, j'ai appris énormément. Et puis à Paris, c'est pareil. À Paris, quand ils m'ont vu remarcher, ils étaient tous très contents, quoi. Et ce livre est pour moi un exemple, et pour celles et ceux qui nous écoutent, un exemple que tout est possible aujourd'hui. Oui, moi je le dis toujours. Tout est possible à condition d'y croire. Moi, je suis croyant, et je me suis toujours dit, je vais réussir. Là, je vais bientôt partir à la montagne. Je vais essayer de refaire du ski. Avec un exosquelette, mais je vais faire du ski. J'ai refait un tout petit peu de VTT. Je remarche. Je reconduis ma voiture. Oui, car vous avez passé votre permis de conduire. Oui, je l'ai repassé. Pourquoi? Parce que quand on est malade et qu'on a une neuropathie, on n'a pas le droit de conduire. Donc, ils m'ont fait repasser le permis. Et je l'ai eu du premier coup, alors j'étais fier. Hein. Ouais. Mais c'est quand même extraordinaire. Il y a 2-3 ans, vous n'imaginiez pas que vous en seriez là aujourd'hui? Non, j'imaginais rien du tout. Je me disais que j'étais mal en point, que ça allait aller mieux, mais c'est allé plus vite que
que ce que j'osais imaginer. Hein. Oui. Alors, vous avez, et vous l'écrivez dans ce livre, vous avez aussi testé les médecines parallèles. Oui, pas les médecines. C'est un copain, peut-être des petites médecines, mais pas grand-chose. C'est un copain à la montagne qui est venu me voir. Il avait traité une de mes amies qui était très malade, qui avait un cancer presque généralisé, et qui s'en est sorti. Alors je me suis dit, comment il a fait? Je sais pas, je n'ai pas voulu savoir. C'est un monsieur qui est très pieux, cette dame-là était très pieuse aussi. Et alors il est venu un soir au chalet, comme ça, me voir. Puis il me dit, alors, qu'est-ce que vous avez? Alors je lui ai expliqué. Alors il m'a fait quelques massages, parce que j'avais très mal à l'épaule. Il m'a fait un peu marcher là. Il a posé les mains et tout. Et il m'a dit, bon, voilà, je m'occupe de vous, comme ça. Et ça m'a fait du bien. Et par la suite, il m'a téléphoné. Il me téléphonait certains soirs, quand j'étais chez moi en Picardie. Et mais alors, je vous appelle parce que je sens que ça va pas, là. Bah, je dis oui, vraiment. Bon, je dis, vous avez du nez, hein, parce que... Alors, il me disait, prenez votre téléphone, vous le posez à l'endroit où vous avez mal, et laissez-le 1 minute. Je m'occupe de votre bras. Posez-le 1 minute sur la tête, si c'est sur la tête. Alors, bon, ça fait sourire certains, même beaucoup, mais moi, j'ai jamais souri, parce que à chaque fois, ça m'a fait du bien. Alors, c'est peut-être psychique, hein, je sais pas. Mais puis, c'est un monsieur très bien, très digne, et qui ne m'a jamais demandé un centime, hein. C'est ça qui est important aussi. Et il y a quelqu'un qui vous a aussi beaucoup soutenu, c'est Michel Drucker. Ah, Michel, ouais, Michel, toujours d'une gentillesse extraordinaire, mais ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Quand j'étais à Caen, à la télévision, son papa était médecin à Vire. Et quand il allait voir son papa, il s'arrêtait au milieu des champs, parce que c'était là qu'était notre station régionale, et il venait participer au journal régional, il nous invitait à déjeuner, on était tous vachement flattés. Oui. Et lui aussi avait commencé au sport, tout à avec fait. Sport Dimanche, émission inventée par Raymond Marcillac. Complètement. Il passait le dimanche à 20h20, sous la tutelle de Léon Zitrone, qui était horrible avec lui, comme avec Thierry Roland. Ah ben avec Thierry Roland, oui, pareil. Et moi, j'ai repris Sport Dimanche à une époque, et Michel m'avait encouragé, et puis il m'a toujours encouragé, Michel, hein, toujours. On s'est vu sur le Tour de France, parce que c'est un fan de vélo. Il est venu chez moi à la campagne, à Aucourt, quand je fais ma course cycliste, ma cyclo-sportive, il était là. Enfin bon, il a toujours été avec moi. Et récemment, quand il y a eu le Téléthon, pas cette année, mais l'année dernière, il m'a pris par le bras, parce qu'on était mal tous les deux quand même. Hein. Et puis, on est allés tous les deux pour dire que on défendait les gens du Généton, qu'on avait besoin de leur recherche, qu'on avait besoin qu'ils trouvent quelque chose pour nous. Et c'est pour moi, c'était un moment extraordinaire. Et puis il y a votre femme qui témoigne longuement dans ce livre, Henri Sagnier, qui a été très présente et vous lui devez beaucoup. Ouais, et je m'en suis pas trop rendu compte sur le coup. Hein. Je lui dis, je fais mea culpa, parce que quand on est malade, on est très exigeant. Et moi, j'étais très exigeant. J'étais pas bien, je demandais plein de choses et tout. Et je voulais pas qu'il y ait un aidant ou une aidante qui vienne à la maison. Je voulais pas d'une tierce personne. Bon, c'était pas terrible pour elle, parce qu'elle était du matin au soir à mon chevet, hein. Pas terrible. Et moi, je m'en suis pas rendu compte. Je me rendais pas forcément compte. Je trouvais ça presque normal que la femme soit à côté de son mari. Mais elle a fait des choses extraordinaires et je m'en suis pas rendu compte. Mais à un moment, elle était en pleine déprime. Alors là, ce qu'elle a écrit là, c'est fabuleux parce que moi, je savais pas à quel point elle était. Et là, je suis ensegré, je dis respect. Parce que comme dans tous les couples, on s'engueule pour des conneries, quoi, pour des petites choses. Et là, ce qu'elle a fait pour moi, c'est magique, quoi. Alors aujourd'hui, vous remarchez, vous faites ce livre le jour où j'ai appris à marcher. Vous êtes toujours maire d'ailleurs. Ah oui, toujours. Ce qui vous a aidé d'ailleurs à être maintenu. L'avenir maintenant, Henri Sagnier. Ah mais l'avenir, j'aimerais bien écrire un roman. Oui. Mais bon, je sais pas écrire, moi. Vous savez, là, ce que j'ai fait, c'est un témoignage. Mais un roman, alors je vais m'y mettre parce que moi, je suis un type qui a de la tchatch, mais qui a pas forcément une belle plume d'écriture. Hein. Alors ça, j'aimerais bien le faire. Puis j'aimerais surtout voyager. Parce que j'avais dit à ma femme, après ma retraite, tu vois, j'ai fait le Tour de France 14 fois, la France est belle. Oh, je vais te faire découvrir des lieux extraordinaires. Tous les lieux où j'ai rêvé sur le Tour de France, on l'a pas fait. On n'a pas fait ça. Et puis il y a des tas d'endroits où j'ai envie d'aller. Pour l'instant, on va beaucoup en Guadeloupe parce que c'est un peu chez moi. J'ai une partie de ma vie qui est là-bas. Mais j'ai envie d'aller en Russie, Saint-Pétersbourg, mais pas en ce moment. Mais il y a plein de trucs où j'ai envie d'aller. Voilà. Alors, j'espère que la vie sera longue. Encore, j'ai envie de retourner aux États-Unis. J'adore les États-Unis. Moi, j'ai fait la traversée des États-Unis en motorhome avec mes enfants et ma femme. J'ai fait plein de trucs comme ça et j'ai envie de repartir sur les routes.
Et votre optimisme, votre joie de vivre est une leçon d'espoir, Henri Sagnier. Et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, ils sont de plus en plus nombreux, puisqu'on a plus de 41 millions et demi d'écoutes digitales en 2024 sur Sud Radio. Félicitations, Voilà. félicitations. Et ce n'est que le début. Et je recommande ce livre, Le jour où j'ai réappris à marcher, aux éditions du Rocher. Un message d'espoir pour celles et ceux qui vous aiment, mais pour celles et ceux qui vont vous découvrir aussi, et découvrir que la vie c'est un bonheur quand on a le courage et de l'affronter. C'est gentil à vous. Moi, je dis aux gens, battez-vous, ne baissez jamais les bras. Et c'est ce que je fais. Eh bien, continuez. Merci. Merci Henri Sagnier. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.